نعملوا حاجة طيب براوي هذا الكاميرا موجودين صار بكره يسال براوي كما ينفع فيه براوي هو الدين هو ديجا الى يعمل كله يعمل ديابوغراما بعد الفقه ديابوغراما بالقد هو قدر هو الى قد باش ما براوي براوي وي سي بون بدينا في اللايف كيما امس عاد تدور الالكترون اي داكور Donc, bon après-midi à tous. On va entamer maintenant la 7e session de nos journées virtuelles portant sur un système de santé local de qualité. Donc, cette session portera sur un volet important pour développer et améliorer la performance des systèmes de santé, et c'est le pilier du financement. Certainement, les modalités de financement ont un important impact, non seulement pour améliorer l'accessibilité aux soins, mais également pour assurer la pérennité de l'utilisation des services de santé. Mais la question qui se pose aujourd'hui, comment adapter ce système de financement pour avoir un système de santé local de qualité? Donc, afin de mettre le focus sur cette thématique, on a l'honneur d'avoir avec nous en présentiel et en ligne 4 experts en la matière, qui sont Dr Riyad Ben Abbès, Dr Abdelwahid El Abbesi, Dr Choukri Arfa et Dr Lida Dabra. Avant de commencer, je tiens à rappeler à nos chers participants
que pour garantir le bon déroulement de la séance, prière de garder vos micros et vos vidéos et vos caméras également éteintes. Et pour interagir avec nous, vous pouvez poser vos questions dans la boîte de chat. Et par la suite, on va faire le recueil de toutes vos questions et on va entamer le débat à la fin de la session. Alors, pour commencer, j'invite M. Riyad Ben Abbès à se joindre à nous. Bonjour tout le monde. Bonjour Syriac. Donc Syriac, pour présenter Syriac Ben Abbès, c'est le directeur général administratif de la Caisse nationale d'assurance maladie. Dr Ben Abbès a eu une longue carrière dans cette structure à travers les différents postes qu'il a pu occuper, mais certainement on ne peut pas passer sans mettre en exergue sa contribution importante à la réforme du système d'assurance maladie en Tunisie entre 1998 et 2004, et également du part des postes qu'il a occupés au ministère de la Santé entre 2012 et 2017, sa contribution à la mise en place du système d'accréditation et de management de la qualité des établissements de santé privés et publics. Syriac, la parole est à vous pour nous faire part de votre analyse de la situation de financement du système de santé en Tunisie et quelles sont les principales pistes de réflexion envisageables afin d'atteindre la couverture sanitaire universelle. Donc, Syriac, vous avez 20 minutes et prière de respecter le temps attribué. La parole est à vous. Merci. Merci beaucoup. Tout d'abord, bonjour à tous. Je remercie les organisateurs pour m'avoir donné cet honneur de participer à ce thème très intéressant. Excusez-moi, est-ce que vous êtes en train de m'écouter? Ça va? Allô? Allô? Oui, Syriac, on vous écoute. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui. Si vous pouvez la mettre en diaporama. C'est le bouton juste en bas à droite. Les 64%, juste à côté. C'est bon. C'est bon? Oui, c'est pas grave en tout cas, si vous voulez. On attend un petit peu, je pense que... Attends, c'est bon, ça va? Juste quelques petites secondes. Je pense que vous pouvez faire passer les diapos quand même sans mode diaporama si ça ne passe pas. Donc vous pouvez commencer, Célia. Merci. Bon, parce qu'il y a un peu d'animation dans les diapos, donc je ne sais pas si je vais être en phase avec ce qui vous apparaît. Mais je vais commencer tout de même. Alors, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est un petit peu quelques pistes de réflexion sur une thématique que je considère très très intéressante et qui est bien sûr le système de santé local. Mais ce que je vais évoquer surtout, c'est comment le système de financement, comment on pourrait concevoir un système de financement qui puisse appuyer un système local équitable et de qualité. Je vais, dans ma présentation, aborder deux thématiques principales, donc les principales problématiques, et surtout un rappel, pour amorcer un peu les pistes de réflexion. Alors, les problématiques, ça va, les diapos passent chez vous?
Non. Est-ce que vous pouvez essayer le mode diaporama encore une fois, Cyriac? Le bouton F5. Ou bien vous cliquez juste sur le bouton à côté du 64%. Est-ce que vous avez cliqué sur le bouton diaporama? Oui, ça y est. C'est ça. Oui, ça y est. Ça va chez vous? C'est en moi cours. qui- Ça tourne, Ah, mais... ouais. ouais. D'accord. Cyriac, est-ce que vous pouvez réduire la fenêtre? Peut-être le mode diaporama est dans l'arrière-plan. C'est ça, هيك Est-ce que ça va maintenant? On attend un tout petit peu. هو يسي كومون قداش تحب الانيماسيون هكا علاش شويه كنت فاهمين الفرصه ديالي زعما فما برشا انيماسيونات باهي نقطع. Cyriac, est-ce que vous voulez qu'on partage de notre part et on essaye de vous suivre avec les animations? Juste 2 minutes, je vais partager une présentation qui ne comporte pas d'animation. آخر دقيقة نثبتوا ونمشي. Cyriac, Je passe en mode sans animation. Hein. D'accord. Voilà, donc C'est bon. je m'excuse pour... alors, voilà. Donc, je reprends immédiatement. Donc, la présentation va consister essentiellement. Oui, on vous entend, Cyriac. Et vous voyez bien le... Oui, également on voit là. D'accord. Donc, deux thématiques, les principales problématiques, ensuite les pistes de réflexion. En matière de problématiques, je vais insister surtout, bien sûr, là on parle des soins de première ligne. Alors, les principales problématiques touchent essentiellement d'abord les missions de la première ligne,
qui sont mal définis, une organisation fragmentée, des problèmes d'accessibilité, des problèmes d'équité vis-à-vis des citoyens, un grand problème d'efficience du système et un financement que je considère inadéquat par rapport aux missions qui devraient être allouées à la première ligne. Alors, en matière de fragmentation, dans notre système, nous avons deux principaux systèmes de couverture maladie. L'assistance médicale gratuite qui concerne les populations indigentes et l'assurance maladie. Et vous voyez très bien déjà que malgré le fait que nous ayons uniquement deux systèmes de couverture maladie, nous avons en réalité 5 modes d'accès aux soins. Et ces deux modes de couverture maladie se comportent de manière très différente vis-à-vis du secteur de soins, public et privé. Vous avez l'assistance médicale gratuite, la filière publique de l'assurance maladie et une autre filière que nous appelons la loi 32-2002 et les étudiants qui ne peuvent accéder qu'au secteur public. Nous parlons toujours des soins primaires ou de première ligne. Alors que la filière privée et le système de remboursement, ce sont les deux autres modes d'accès aux soins du système d'assurance maladie, ont pratiquement un accès généralisé au secteur privé. Donc, vous voyez la fragmentation aussi bien au niveau du mode d'organisation des régimes de couverture maladie qu'au niveau aussi de l'accès aux différents secteurs de l'offre de soins. Disparité des missions. Dans notre pays a vécu lors des 20 ou 30 dernières années une transition socio-sanitaire et démographique qui a fait émerger notamment les maladies non transmissibles. Et ça, vous le savez certainement, donc les maladies cardiovasculaires, du diabète, le cancer constituent les premières causes de mortalité, mais également des dépenses de santé. Et cela constitue donc un des principaux défis de notre système et en réalité c'est ce qui doit nous faire réfléchir sur comment replacer la prévention au centre des priorités de notre système de santé. Alors, ça c'est le défi, mais en pratique, comment se présentent les choses? Nous revenons à notre schéma initial pour remarquer que pour le secteur public, qui est régi selon une logique de service public de santé, là, les soins préventifs, les programmes nationaux préventifs, continuent encore à garder une place, même si peut-être elle n'est plus adaptée et adéquate par rapport aux défis vécus par notre système de santé, alors que dans le secteur privé, c'est plutôt une logique lucrative. Vous savez que dans le secteur privé, l'épisode de soins commence par une demande exprimée par le citoyen, le patient, et donc nous sommes pratiquement dans la maladie. L'épisode de soins concerne pratiquement, généralement, la maladie. Et les prestations à but préventif sont rarement entreprises au niveau du secteur privé. Alors, par rapport à cela, nous avons dit disparité des missions, comment se sont comportées les populations des assurés sociaux par rapport aux différentes options d'accès aux soins publics et privés. En 2010, lors du démarrage du nouveau régime d'assurance maladie, il y avait 75% de la population dans le secteur public, donc qui quand même bénéficiait
un temps soit peu, des programmes nationaux, préventifs, etc. Ensuite, en 10 années après, voilà ce que nous avons aujourd'hui, pratiquement 55% seulement dans le public, et un flux important des assurés sociaux, entre autres tant que des citoyens, ne sont plus concernés par ces programmes nationaux, ils sont pratiquement dans le lucratif. Et ça, effectivement, par rapport à des défis que nous avons évoqués tout à l'heure, mérite mérite une réflexion approfondie et dans la perspective de ce système de santé local, comment pourrait-on résoudre cette problématique. Je suis en train d'amorcer un peu ce qui va être exposé par la suite en termes de solutions de financement au niveau de la santé locale. Alors, des problèmes toujours en matière de première ligne, d'accessibilité, d'organisation, d'équité. Vous savez que la nouvelle constitution, vous l'avez évoqué ce matin, donc prévoit le droit à la santé, donc ce qui doit se traduire en pratique par une couverture santé universelle, c'est-à-dire un panier de soins et pour toute la population. Encore faut-il qu'il soit accessible, c'est là la question. Et si on essaie d'analyser un peu la situation actuelle, nous avons 2000 dispensaires, mais malheureusement seulement 34% de ces dispensaires, puisque 66%, ne fonctionnent que deux jours par semaine, sinon moins. Et donc, il n'y a que 34% des dispensaires, des 2000 dispensaires, qui sont relativement plus ou moins disponibles par rapport à la population desservie. Ça, c'est au niveau du secteur public. Il y a un grand problème de disponibilité. Je n'ai pas évoqué la question des médicaments, c'est encore un autre problème de disponibilité, on n'a pas le temps de le faire, mais vous le savez déjà. Alors, comment se présentent les choses dans le secteur privé? Vous savez qu'aujourd'hui, le secteur privé, que certains, je ne sais pas pour quelle raison, continuent à ignorer, il représente 52% des médecins, 56% des spécialistes, 81% des médecins dentistes et 80% des équipements lourds. Alors, par rapport à ce secteur privé, ceux qui ont la couverture aujourd'hui leur permet pour des soins de première ligne d'accéder à ce secteur privé, il y a quand même une contrainte, c'est la contrainte financière, puisque les assurés sociaux vont devoir payer un ticket modérateur qui n'est pas forcément toujours accessible. Les soins pour la maladie ordinaire, donc les maladies courantes, sont plafonnés. Et en plus, depuis un certain temps, les médecins ne respectent plus les tarifs conventionnels, donc ça ajoute un paiement supplémentaire supporté par les ménages, même pour les assurés sociaux. Ajoute à cela le fait que cette population, cette offre de soins privés, soit particulièrement concentrée dans les régions côtières. Et là, vous voyez que 88% des médecins, 90% des lits d'hospitalisation et 80% des équipements lourds du secteur privé se situent au niveau des zones côtières qui représentent seulement 64% de la population. C'est-à-dire que 36% de la population ne bénéficie que 12% des médecins, 10% des lits et 20% des équipements lourds. Et donc, à la contrainte financière s'ajoute donc une autre contrainte qui est la non-proximité. Maintenant, les problématiques liées au financement par rapport à la première ligne. Vous savez que les comptes nationaux de la santé ont mis en évidence un niveau très élevé de paiement des ménages, qui est dû principalement d'abord à la population non couverte, qui représente 10 à 15%, et à l'incapacité du secteur public à répondre aux besoins de la population couverte, c'est-à-dire notamment la population des assurés sociaux, qui voudraient s'adresser au public et qui parfois se trouvent obligés de recourir au secteur privé pour plusieurs raisons que tout le monde connaît.
Et cela fait qu'on recourt de plus en plus au secteur privé, et les comptes nationaux ont montré que 91% des dépenses des ménages sont des dépenses effectuées au niveau du secteur privé. Alors, les problématiques de ce financement, comment pourrait-on les dessiner un peu? Alors, nous avons le système de santé aujourd'hui, il est financé par trois composantes essentielles, l'État, la CNAM et les ménages. L'État finance exclusivement le secteur public. Là, on parle aussi des soins primaires, les centres de santé de base, les hôpitaux de circonscription. La CNAM finance indirectement cette première ligne à travers un budget versé à l'État. Et ensuite, il y a des recettes propres de ces structures à travers les ménages, que ce soit à travers le ticket modérateur ou bien les paiements des malades clients qui s'adressent aux hôpitaux de circonscription notamment. Pour le privé, il est financé essentiellement par la CNAM et les ménages qui, comme je l'ai précisé tout à l'heure, recourent de plus en plus au secteur privé, et qui est un secteur donc lucratif. Voilà. Alors, voilà un peu donc le schéma. Et on peut schématiser un peu le financement du secteur public comme étant une enveloppe globale non conditionnée par des objectifs, c'est-à-dire que l'État budgétise chaque année à travers des négociations qui se passent au niveau du ministère de la Santé, mais qui ne reflètent pas vraiment une logique de financement par rapport à des objectifs bien particuliers. On finance la gestion, on finance les besoins des gestionnaires, mais on ne finance pas par rapport à des résultats attendus, ou notamment de santé publique. Dans le secteur privé, c'est plutôt un financement piloté par la demande et la demande induite. Tout à l'heure, j'ai évoqué que l'événement dans le secteur privé qui conditionne un contact malade-médecin, c'est un événement de santé, mais c'est un besoin ressenti par le malade qui n'est pas forcément un besoin de santé. C'est le malade qui demande à être examiné par un médecin, et il se trouve que parfois ce n'est pas réellement un besoin de santé, mais il y a aussi la demande induite par l'offre de soins qui conditionne un peu le financement dans le secteur privé. Alors, maintenant, quelles sont les pistes de réflexion? Et là, c'est juste un point de vue. Alors, nous nous inscrivons aujourd'hui dans des perspectives ambitieuses. Nous avons la couverture sanitaire universelle et la gouvernance locale, qui sont deux principes constitutionnels que nous sommes tenus tous, gouvernement, mais aussi élus du peuple, société civile, instances, départements, ministériels, etc. Nous sommes tous tenus de veiller à réaliser ces exigences constitutionnelles. Et là, nous avons l'avantage d'avoir les résultats du dialogue sociétal, notamment dans sa phase 2, qui a insisté sur le fait qu'il faut repenser la première ligne. Et là, la question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est quel rôle pourrait jouer le système de financement pour justement réformer cette première ligne. Alors, bien sûr, couverture sanitaire universelle, c'est assurer un panier de soins primaires pour tous, mais ce n'est pas suffisant. Il ne faut pas que ce soit théorique, comme malheureusement c'est le cas aujourd'hui en partie pour l'assurance maladie, mais il faut assurer à ce panier de soins la proximité des soins, la disponibilité, l'accès, il faut qu'il soit axé sur la prévention et la promotion de la santé. Il faut qu'il soit accessible financièrement, et il faut que les soins aussi dispensés dans le cadre de ce panier répondent à des normes de qualité. Alors, juste donc une suggestion pour pouvoir aborder cette question, je vais essayer d'insister sur trois aspects sur ce que je pourrais appeler un service local santé universel. Il s'agit de définir un panier de soins ambulatoires unique, axé, bien sûr, qui réserve une place
de choix pour la prévention et la promotion de la santé, qui soit organisé et centré sur le citoyen, avec une modalité d'accès unique aux soins primaires, en mettant en exergue la médecine de famille, un accès aux soins secondaires, médecins spécialistes et tout ce qui va par la suite en termes d'exploration, etc., qui soit un accès qui soit régulé, c'est-à-dire une adéquation qui respecte l'adéquation entre l'offre et les besoins de la population, qui soit contrôlée, et quand on parle de besoins, c'est besoins de la population locale, qui soit contrôlée, donc en instaurant les parcours de soins, la recommandation des points de pratique. Au niveau de la tarification, il faut que ce soit aussi bien encadré, qui soit coordonné en mettant en place des réseaux de soins autour des établissements de première ligne, notamment les hôpitaux de circonscription, les centres de santé intermédiaires, etc. Et qui soit efficient à travers la mutualisation des ressources. Troisième point sur lequel je voudrais aussi insister, c'est la promotion des soins de qualité à travers les mécanismes que l'on pourrait effectivement, à travers un système local, on pourrait les initier et les appuyer. Il s'agit de l'accréditation et du dossier médical partagé, mais également d'autres mécanismes de qualité pourraient aussi être appuyés par le concept de santé locale. Alors, maintenant, comment financer ces trois partants? Syria, oui. Juste pour vous rappeler, il vous reste 5 minutes. Merci. Ok, je termine. Comment peut-on concevoir le système de financement de manière à appuyer la mise en place de ces trois axes et également comment imaginer la gouvernance au niveau local, interrégional et national pour appuyer ce financement orienté santé locale. Voilà. Donc, au niveau du panier, d'abord, avant d'aborder la question, je rappelle qu'il faut préserver les acquis. Au niveau du système de financement, nous avons aujourd'hui un financement État-CNAM, ça c'est très important. Au niveau de la mise en commun des fonds d'assurance maladie, donc il y a un pooling de tous les régimes. L'achat des prestations à travers la contractualisation, la gouvernance à travers la séparation entre acheteurs et prestataires de soins, maintenir la notion d'acheteur unique et aussi associer public et privé en termes d'offres de soins. Alors, par rapport à ces acquis, il faut les renforcer au niveau de la collecte des fonds, diversifier les ressources de financement, au niveau de la mise en commun, la couverture sanitaire universelle doit se baser sur aussi bien les cotisations que les budgets alloués aux structures sanitaires publiques, qui représentent un peu l'État. Au niveau de l'achat, migration du système budgétaire vers un système de financement à la performance et séparation entre acheteurs et prestataires. Alors, au niveau de la gouvernance, confier à la CNAM la gestion de la couverture sanitaire universelle et le financement de l'ensemble des prestations de soins au profit de tous les citoyens, donc acheteurs uniques. Instaurer le service public de santé centré sur le citoyen en incluant public et privé. La gouvernance doit se concevoir au niveau de 3 niveaux, national, régional et local. Nous verrons un peu plus loin donc quel est le rôle de chaque niveau. Alors au niveau du panier de soins, qu'est-ce qui pourrait être envisagé en termes de financement? Au niveau du panier de soins, on peut assurer un financement dédié aux programmes nationaux de prévention, notamment de prévention primaire et de promotion de la santé. Imaginer des mécanismes de financement incitatifs paiement d'actes pour les prestations à but préventif, des mécanismes de financement incitatifs pour les solutions alternatives à l'hospitalisation, prestations d'hôpital du jour, mais également l'hospitalisation à domicile. Alors, en termes de gouvernance
de ce panier de soins au niveau national, il s'agit de définir un panier de soins unique, d'élaborer et de mettre à jour les programmes nationaux et de définir des prestations bénéficiant des paiements incitatifs. Et au niveau régional et local, définir les priorités régionales et locales en matière de prestations en but préventif et le suivi et l'évaluation de l'impact des mesures incitatives mises en place. Le deuxième axe, alors l'organisation des soins. Là, il s'agit de contextualiser de manière à assurer la bonne répartition équitable de l'offre de soins entre les différentes régions, assurer un paiement différencié des prestations au profit des régions souffrant de la rareté des ressources humaines, des équipements et des infrastructures de santé, de manière à encourager l'installation dans les zones désertées par l'offre de soins, privilégier la prise en charge des prestations fournies dans le cadre du parcours de soins, coordonné par le médecin de famille, et prévoir aussi des incitations financières pour les réseaux de soins organisés autour des établissements locaux, hôpitaux circonscriptions, centres de soins intermédiaires, mais on peut imaginer aussi d'autres établissements, notamment du secteur privé, pour le suivi des patients atteints de maladies non transmissibles, pour l'hospitalisation de jour et les soins à domicile. Là, en termes de gouvernance, il s'agit au niveau national de fixer les normes en termes de besoins en ressources humaines, en équipement et en infrastructure, de définir les mécanismes de financement incitatif au profit des régions défavorisées, de fixer des objectifs en termes de réseau de soins coordonnés. Au niveau régional, définir les besoins en ressources humaines, équipements et infrastructures de la région concernée, organiser les réseaux de soins et définir les procédures de mutualisation des ressources entre, par exemple, différents hôpitaux régionaux. Alors, au niveau local, il s'agit de définir les besoins locaux, en ressources, et évaluer la performance des mécanismes de coordination des soins, parcours de soins et réseaux de soins coordonnés. Voilà, le dernier axe, donc la qualité, privilégier la prise en charge, toujours bien sûr le financement, comment il peut agir au niveau de la qualité, donc en privilégiant la prise en charge des prestations fournies dans le cadre des parcours de soins coordonnés par le médecin de famille, financement incitatif conditionné par l'atteinte des objectifs de santé publique et le respect des parcours de soins. Exemple, la prise en charge des patients atteints de maladies non transmissibles et la promotion des alternatives à l'hospitalisation classique dans le cadre des réseaux de soins organisés. Incitatif à l'usage d'un système d'échange électronique sécurisé des données et incluant le dossier médical partagé. Et enfin, incitatif financier au profit des prestataires accrédités. Et vous savez très bien que nous disposons actuellement d'une instance d'accréditation et qui a déjà avancé en termes de guide d'accréditation des structures de première ligne. Au niveau donc de la gouvernance de cet aspect qualité, élaboration de la stratégie de promotion des qualités, définition des règles d'application des incitatifs financiers relatifs à la promotion des processus, des mécanismes organisationnels et fonctionnels de la qualité, définition des normes et élaboration du cadre juridique relatif à l'exercice de la médecine de famille, au réseau de soins coordonnés et au dossier médical partagé. Au niveau régional, donc appui à l'organisation des réseaux de soins, là, puisque les réseaux font appel souvent à des ressources qui ne sont pas forcément disponibles au niveau local, et ensuite au niveau local, appui au développement de la médecine de famille et gestion de la transition entre l'état actuel de la médecine générale vers une médecine de famille généralisée. Voilà, donc je m'excuse pour le temps et pour le contre-temps en raison des problèmes techniques. Je vais conclure en disant que le système de financement qu'on pourrait concevoir dans le but d'appuyer la santé locale, c'est comment financer des soins de qualité pour tous dans un cadre solidaire, tout en tenant compte des spécificités régionales et locales. Et merci.
Donc, merci, Dr Benabès, pour votre excellente présentation. Certainement, on doit revenir sur ces spécificités régionales et locales pour améliorer nos services de santé et ainsi améliorer notre qualité la qualité des soins délivrés. Donc, votre présentation fera certainement objet de débat ultérieurement à la fin de la session. Vous avez certainement mis en évidence l'état des lieux avec les problèmes dans notre système de santé et vous avez essayé de nous présenter certaines pistes de réflexion pour améliorer ce système. Donc, maintenant, on va revenir avec plus de détails sur une des pistes possibles comme solution et pour faire face à cette crise de financement de notre système de santé et ainsi veiller à la décentralisation, et ceci par l'établissement d'un système local de santé. Pour ceci, on va inviter Dr Abdelwahid Al-Abbassi pour nous faire part de ses principales réflexions en ce sujet. D'autant plus que Dr Al-Abbassi a une très riche expérience, aussi bien à l'échelle nationale que internationale. En fait, il est un des pionniers des systèmes de soins de santé de base en Tunisie et c'est aussi un haut fonctionnaire international successivement à l'UNICEF et à l'OMS. Et on ne peut pas passer sans signaler son rôle majeur dans l'appui de la réforme de santé, notamment au Mali, en se basant sur l'initiative de Bamako, et dont il va certainement nous parler un petit peu dans sa présentation. Donc la parole est à vous, Dr Abbassi. Et on va projeter les diapos ici, et juste vous nous indiquez donc, le passage et la transition des diapos. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je remercie tous les organisateurs et mon ami Alim Tiraoui. On se connaît depuis tellement longtemps. Ça fait plus de 30 ans, non 30 ans à peu près, non 80, 85 oui, voilà. Oui, donc ma présentation, j'avais essayé de faire un focus surtout sur l'efficience du système, pour renforcer quelques aspects présentés par mon ami Riyad Benabès, en sollicitant aussi une expérience internationale qui est l'initiative de Bamako, pour voir si elle peut nous apporter quelque chose dans cette crise que nous traversons. Est-ce qu'elle peut nous inspirer ou pas? Voilà en quoi va consister ma présentation. Donc la problématique de la première ligne, c'est juste des rappels principaux, constats, beaucoup d'entre eux ont été rappelés par Riyad. Nous avons une première ligne qui est affaiblie, qui est réduite à un rôle de passoire, avec un très grand nombre de problèmes de santé qui ne sont plus traités au niveau de la première ligne, mais à un niveau spécialisé dont l'accès est plus difficile et plus dépensier. Niveau spécialisé qui devient encombré et moins performant. Ceci a pour conséquence un non-recours aux soins qui augmente, des problèmes de continuité de soins qui sont très graves en termes de résultats et de santé de la population, plusieurs dossiers et fragmentation de l'information qui est un problème d'inefficience grave et de gaspillage, et une défaillance globale du système. Voilà un peu l'état des lieux de la première ligne résumé en quelques mots, avec les conséquences sur la défaillance globale du système. Je passe maintenant, si vous voulez bien, à l'état des lieux de la protection financière et du financement, parce que c'est un élément important à rappeler au moins pour aller plus loin dans la réflexion. Nous avons une fragmentation et une complexité des filières de la CNAM, générant l'iniquité et corruption et une migration vers des niches privées. Cette complexité a été présentée par mon ami Riyad Benabès. Niveau élevé des paiements directs des ménages, avec 36,6% des dépenses totales de santé, mais 38% des dépenses courantes de santé, 20% avec 20% d'incidence élevée des dépenses catastrophiques et de la pauvreté qui est liée, respectivement 200 000
dépenses de personnes qui sont exposées aux dépenses catastrophiques et 100 000 habitants qui se retrouvent dans une situation d'appauvrissement. Absence de stratégie d'efficience du système générant abus, sous- et surmédicalisation et absence de dispositifs de calcul des coûts réels. Il y a aussi un déficit grave et chronique des structures sanitaires publiques dont le financement est en décalage avec des besoins accrus et dont le développement est tributaire de la demande politique. On ne fait qu'ajouter des exigences au secteur public, mais le financement ne suit pas, et ceci depuis des années et des années. Le système actuel est donc régulé par le rationnement, explicite ou implicite, et les réponses urgentes sans vision d'ensemble. La réforme du système actuel est indispensable pour réduire les disparités régionales, sociales et les tensions dans l'exercice du droit à la santé. Je passe maintenant, si vous voulez bien, à l'expérience internationale historique, juste pour la rappeler, pour savoir si on peut vraiment s'inspirer de l'initiative de Bamako pour surmonter la crise. Beaucoup en Tunisie ne savent pas ce que c'est l'initiative de Bamako, et ça se comprend puisque la Tunisie n'a pas été impliquée dans l'initiative de Bamako. Cette initiative a été promue et soutenue par l'OMS et l'UNICEF durant les années 90 pour relancer les soins de santé primaires, parce que les soins de santé primaires étaient très généreux après la déclaration de Alma-Ata, mais les progrès n'étaient pas au rendez-vous. Et donc il y a eu cette initiative de Bamako pour relancer les soins de santé primaires, notamment dans le contexte d'Afrique subsaharienne, mais quand même 43 pays ont adopté l'initiative de Bamako, pas seulement en Afrique subsaharienne, mais en Amérique latine et en Asie. Il y a eu une revue internationale des progrès qui a été organisée en 1999 et qui lançait un appel pour le droit à la santé, aux soins et à la dignité. J'étais le co-organisateur de cette revue internationale avec mon ami, le directeur régional de la santé, et maintenant Afro, à leur tête, le docteur Sambou. Nous étions les deux co-organisateurs de cette revue. Peut-on s'inspirer donc de l'initiative de Bamako? Il faut pour cela voir les principes, parce que ce sont les principes peut-être qui pourraient nous aider à voir quelle inspiration on peut tirer. Les principes de l'initiative de Bamako sont au nombre de 4. L'accès universel aux soins essentiels, y compris les médicaments. Toujours les médicaments, c'est le nerf de la guerre, c'est la crédibilité, pas de médicaments, pas de soins. Le partage des coûts et le développement des mécanismes de solidarité, c'est très important. La décentralisation et la participation communautaire avec cogestion, parce que cette dimension de cogestion est nouvelle. Alma-Ata ne parlait pas de cogestion, c'est une des spécificités de l'initiative de Bamako. Objectif clair, agréé et monitoring et suivi des progrès, c'est aussi quelque chose de très spécifique souligné par l'initiative de Bamako qui n'existait pas de manière claire et explicite dans la déclaration de Alma-Ata. Ces 4 principes sont interliés, sans quoi le partage des coûts ne peut générer qu'iniquité et obstacle pour l'accès universel aux soins. Beaucoup, quand on parle d'initiative de Bamako, n'ont retenu que les médicaments essentiels et la communauté doit payer pour assurer qu'elle soit présente, parce que sinon il n'y a pas de médicaments essentiels. Et il y a eu des expériences qui ont bâti sur seulement cette dimension-là, mais ça, ce n'est pas l'initiative de Bamako. C'est autre chose, mais c'est peut-être utile, mais ce n'est pas l'initiative de Bamako. Maintenant, on passe à l'expérience de l'initiative de Bamako et Mali. Pourquoi je recours à cette expérience spécifique? Parce qu'au Mali, il y a eu une politique nationale de santé basée sur l'initiative de Bamako. C'est le seul pays qui a fait une politique nationale basée sur l'initiative de Bamako au début des années 90. Le contexte et les caractéristiques, c'est qu'il y avait une crise majeure de financement public, c'était la période des ajustements structurels, affectant gravement le système de santé dans des proportions qui n'ont aucune commune mesure avec ce que nous avons connu, nous, en Tunisie, pendant la fin des années 80. Dépenses directes des ménages étaient supérieures à 75%. La politique nationale est basée sur l'initiative de Bamako, et ça c'est un élément important. C'était une décision, une déclaration formelle et solennelle par le président de la République et par l'ensemble du gouvernement, mise en œuvre sur plusieurs plans successifs de développement. Pendant 20 ans, on faisait référence à cette politique nationale de santé qui a été déclarée en 1991. C'est elle qui a servi de référence sur 20 ans de développement du système de santé au Mali. Participation donc communautaire et décentralisation effective. La commune est devenue propriétaire des centres de santé communautaires. Ça, c'est une innovation. Les centres de santé étaient étatiques. Ils sont devenus
communaux et toutes les créations nouvelles sont devenues communales, mais la gestion, elle est associative. C'est des associations de santé communautaires qui gèrent les centres de santé communautaires. Et l'État a un rôle de partenaire stratégique et technique, et c'est en réalité un partenariat sur la base qui est basée sur une convention tripartite qui associe le gouvernement, collectivités locales et ASACO. Collectivités locales, c'est essentiellement les communes. Les grandes lignes du partage des coûts, pour juste vous donner une idée comment s'est organisé ce partage des coûts, parce que c'est intéressant, mais c'était la solution de partage des coûts au Mali pendant les années 90. Et d'ailleurs, même au Mali, ça a changé, mais quand même, ça c'est intéressant à voir. Donc nous avons en première ligne l'hôpital de district, et en deuxième ligne, c'est le centre de santé communautaire. Et dans la colonne investissement, nous avons que l'investissement est fait par le gouvernement et par le partenaire technique et financier pour l'hôpital de district, qui est l'équivalent de notre hôpital de circonscription, mais avec quand même bloc chirurgical. Et puis, pour l'investissement, pour les centres de santé communautaire, le gouvernement y participe, les partenaires techniques et financiers, mais la population aussi et les collectivités locales, qui sont devenues les communes. La colonne salaire, pour l'hôpital de district, c'est le gouvernement qui assure le salaire, sans aucun doute. Mais pour les centres de santé communautaire, ce sont les collectivités locales et les usagers qui contribuent au salaire. Le gouvernement ne paye plus le salaire pour le niveau local. Pour le fonctionnement de l'hôpital de district, c'est le gouvernement et les usagers, parce qu'il y a une tarification qui contribue au financement, mais aussi le gouvernement. Et pour les centres de santé communautaire, ce sont les usagers qui quasiment contribuent à l'essentiel du fonctionnement. Pour les médicaments essentiels, c'est les usagers, que ce soit à l'hôpital ou au centre de santé, mais avec une stratégie d'achat de médicaments génériques et un système de rendre que ces médicaments génériques soient disponibles et à coût abordable. Les remarques que je voudrais ajouter, c'est que la supervision et la formation continue sont assurées par l'État. Les vaccins, médicaments et les programmes nationaux sont pris en charge totalement et intégralement par l'État. Voilà pour. Mais quand vous regardez, bien sûr, ça n'a rien à voir avec notre contexte, mais c'est avec ce mécanisme, ce partage de coûts, que le Mali a pu faire des progrès. Ça apparaît a priori inéquitable, mais c'est avec cette iniquité de fait et obligée qu'ils sont arrivés à développer leur système. Donc, pour revoir les résultats de l'expérience au Mali, avec ce système qui a été mis en place, nous avons un système de santé totalement transformé au bout de 10 ans. Le premier échelon est soit communautaire, plus d'un millier de centres de santé communautaires, soit privé. Il y a 224 centres privés en 2010 au Mali. Un CSCOM doit assurer les prestations d'un paquet minimum d'activités pour exister et établir une relation contractuelle avec l'État. Donc ce n'est pas des développements de structures pour des structures ou des accès à des centres. Un centre de santé communautaire n'existe que s'il y a un PMA. Et s'il n'y a pas un paquet minimum d'activités qui est défini par l'État, ces normes sont définies par l'État, il n'y a pas de convention et le centre ne peut pas fonctionner. Le contenu du paquet minimum doit répondre aux normes définies par l'État. Au début, c'était conflictuel avec les communes. L'évolution est devenue plus apaisée et collaborative dans le cadre de conventions tripartites, communes, ASACO, Association de santé communautaire et État. Les dépenses directes par les ménages sont passées de 75% à moins de 55% en 2010. La proportion des populations vivant à moins de 5 km d'un centre de santé est passée de 15% au début des années 90 à plus de 56,8% en 2009. Le renforcement des capacités institutionnelles et gestionnaires des associations de santé communautaire a été constaté avec des fédérations locales, régionales et nationales et tout un dispositif et une reconnaissance juridique, bien sûr, etc. Et donc, c'est vraiment un partenaire majeur dans le système de santé au Mali. Pour en savoir plus sur les fondements de l'expérience malienne de l'initiative de Bamako, je peux vous faire parvenir en format électronique ce document qui documente l'expérience malienne et les fondements de l'expérience malienne et qui a été publié dans une revue belge de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers. Et je pourrais aussi vous montrer, ça c'est ce qui a été produit à l'occasion de la revue organisée en 1999 avec un appel pour la relance des soins de santé primaire à l'occasion de cette revue.
En quoi l'expérience de l'IB, de l'initiative de Bamako, est-elle utile pour la Tunisie? La Tunisie est très différente du Mali. Son système de santé public très dégradé, puisque nous sommes en train d'en parler, et nous avons vu combien les problèmes sont nombreux, mais il est quand même robuste et relativement accessible. La protection financière et les capacités en ressources humaines ne sont pas comparables à la situation au Mali, absolument pas. Les solutions maliennes étaient adaptées au contexte malien, et ont été dynamiques et elles ont évolué dans le temps. Mais les principes de l'initiative de Bamako pour la relance des soins de santé primaires peuvent inspirer notre réflexion pour réformer le système et sortir de façon durable de la crise de financement qui affecte le système de santé. Maintenant, quelles sont les lignes d'action que je pourrais proposer pour sortir de la crise de financement et progresser vers la couverture santé universelle avec maîtrise des dépenses? Il y a 4 grandes lignes d'action stratégiques qui sont proposées. C'est promouvoir la santé et réduire la charge de morbidité. C'est un élément important. Si on ne réduit pas la morbidité, on continue à avoir des problèmes de dépenses et des difficultés à équilibrer le système. Améliorer l'efficience du système de santé, renforcer l'équité et l'efficience de la protection financière. Mon ami Riyad Ben Abbas en a beaucoup parlé. Augmenter les dépenses publiques de la santé qui stagnent autour de 4%, c'est un point majeur et très important. Mais comme vous l'avez remarqué, j'ai mis en rouge le deuxième point parce que c'est ce deuxième point sur l'efficience du système que je vais développer. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants. Au contraire, ils sont essentiels et décisifs. Ce sont les 4 lignes d'action qu'il faut aborder en même temps. Ligne d'action, améliorer l'efficience. Le premier choix stratégique, c'est la santé familiale et de proximité qui est proposé par le projet de politique nationale de santé. Une première ligne publique et privée avec un système d'accréditation pour la qualité des soins. La première ligne et donc, doit être la porte d'entrée privilégiée, sauf quelques exceptions, du système, avec des prestations de qualité, information et orientation facilitée. Elle doit assurer la coordination des parcours de soins, une meilleure prise en charge et continuité est assurée. Les personnes ressources pour la communauté la première ligne doit rendre disponibles des personnes ressources pour la communauté et les institutions locales, ce qui favorise la promotion et la participation de la population dans les activités de promotion. La proximité et la qualité et la confiance rendront possible pour la majorité de la population la solution des problèmes à ce niveau de première ligne. L'efficience globale du système est améliorée pour répondre à des besoins de santé mieux définis. L'appropriation et le bon usage du système de santé par la population sont renforcés. Le choix stratégique santé familiale et de proximité a des implications. Ces implications sont l'amélioration de la disponibilité temporelle de la population, de la première ligne, une meilleure condition d'accueil, disponibilité effective des médicaments, facilitation des rendez-vous pour les référer et garantir la rétroinformation, référentiel de parcours de soins et de bonnes pratiques, développement de télémédecine, redéfinition du rôle de la circonscription avec attention à la collaboration locale entre tous les acteurs pour les objectifs de santé publique dans la situation d'urgence sanitaire. Développer des plans locaux pour la promotion de la santé et en faciliter la revue périodique. Il faut pour cela aussi une mise en place de l'identifiant unique et du dossier médical unique informatisé sans lequel on courra toujours derrière une continuité de soins et le gaspillage sera une donnée, une caractéristique majeure du système de santé. Mais il faut aussi absolument harmoniser et avoir les moyens d'une harmonisation publique-privée parce que le citoyen a recours au public et au privé. Il faut que, quel que soit le recours public ou privé, il faut avoir un accès au même paquet de services essentiels qui est pris en charge dans le cadre des régimes de base unifiés par la CNAM. Mon ami Riyad Ben Abbas en a parlé. Le concept de régime de base unifié est absolument essentiel et le paquet de services essentiels sont 2 éléments essentiels pour assurer une harmonisation dans l'accès aux soins publics ou privés. Il faut aussi un système d'accréditation et de conventionnement sur la base d'un cahier de charges qui permette effectivement de vérifier qu'il y a une harmonisation, qu'il y a un paquet essentiel de services de qualité disponible. Le choix stratégique de santé familiale de proximité nécessite des leviers.
Et ces leviers sont importants. Le premier, c'est la formation initiale et continue. Elle est acquise maintenant. Le recyclage selon les besoins et la formation continue de l'énorme potentiel des médecins généralistes existants. User aussi d'incitatifs pour le respect du parcours de soins par des patients et par les professionnels, ainsi que celui des référentiels de bonnes pratiques, assurant ainsi un meilleur usage du financement public. Il faut aussi réajuster les missions de chaque ligne du système de soins, compte tenu de son avantage comparatif, et en considérant à leur juste valeur les dimensions de continuité et de proximité des soins. Il faut aussi assurer la bonne implication et la collaboration des médecins spécialistes. Cette réforme de soins, santé familiale et proximité doit se faire avec tout le monde, médecins de famille généralistes et médecins spécialistes, dans un esprit de collaboration et de partenariat. Il faut aussi une régulation active du système de santé. Réguler le développement du système de santé pour assurer une offre de soins de qualité équitable et pérenne, avec la perspective de couverture santé universelle, avec une particulière attention à l'adaptation continue du système à la proximité nécessaire des soins. Il faut chaque fois vérifier que est-ce que la proximité est prise en compte ou pas, et à chaque fois qu'on a tendance à que la proximité disparaisse de notre champ de vision, la régulation doit la ramener. La revue du contenu de l'utilisation du paquet de services essentiels doit être organisée régulièrement pour sa mise à jour et pour voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas dans son utilisation. L'identification des causes sous-jacentes aux dépenses directes des ménages et des propositions de solutions doivent être aussi régulées. La complémentarité et la collaboration entre le secteur public et privé pour la réalisation d'objectifs de santé publique. Ce sont des domaines de particulière attention pour la régulation. En guise de conclusion, je ne dirais pas de couverture santé universelle sans un système local de santé basé sur la santé familiale de proximité et qui apporte l'efficience et renforce l'efficacité globale du système de santé. Il faut pour cela surmonter la résistance au changement et le corporatisme. Il faut aussi lutter contre la corruption en toute transparence dans toutes les structures du secteur, public ou privé, sans délai. Éviter les décisions fragmentaires prises dans l'urgence sans vision stratégique. Il faut aussi prendre des décisions et des dispositions administratives et réglementaires pour faire que la santé familiale et proximité soit la porte d'entrée privilégiée effective. Pour cela, il y a des mesures d'incitation et de contrainte, il y a des cahiers de charges à élaborer, il y a un accompagnement des premières expériences à soutenir. Le projet de politique nationale de santé produit dans le cadre du dialogue sociétal donne la vision et un ensemble de choix stratégiques pour réformer le système de santé et aller vers la couverture santé universelle. Je recommande vivement de lire et de relire le document, le projet de politique nationale et le processus par lequel ce projet a été élaboré. Merci pour votre attention. Donc, merci, Dr El-Abessi, pour cette présentation excellente avec ce retour sur cette initiative de Bamako et comment on peut tirer de bonnes conclusions pour voir si on peut les appliquer et jusqu'à quel point on peut les appliquer dans notre système pour améliorer donc, notre système de santé propre à nous en Tunisie. Donc maintenant, on va passer pour revenir sur également un autre point essentiel pour lutter contre la crise de financement et notamment revenir sur la question d'achat des prestations pour les mécanismes de financement et notamment l'achat stratégique et la question du panier de soins. Et on a avec nous, on a l'honneur d'accueillir en ligne et de ramener Monsieur Choukri Arfa. Monsieur Choukri est actuellement économiste de la santé à l'Organisation mondiale de la santé, au bureau de Amen. Il est un expert international des questions de financement, de protection sociale et financière en santé. Il a eu l'occasion de publier beaucoup d'articles dans ce domaine, notamment en économie de la santé. Donc, Monsieur Choukri, vous êtes avec nous. S'il vous plaît, si vous pouvez. Vous m'entendez? Oui, parfait. Si vous pouvez
ouvrir votre caméra pour vous voir. Elle est déjà ouverte. Ouverte. Je pense que vous me Pardon. voyez, non. Oui, c'est bon, on vous voit. C'est Donc, bon. Ok. donc la parole est à vous, si Choukri. Merci beaucoup. Je remercie les organisateurs de cette importante journée d'études. Bien que malheureusement elle est virtuelle, on aimerait bien voir tous les amis et les collègues, enfin face à face, mais c'est dommage. Concernant la présentation, donc j'ai pas fait de présentation parce que j'étais amené à discuter la présentation de M. Benabès. Donc, ce que je vais faire, c'est de continuer sur ce qui a été proposé par le Dr Abbès, le discuter et bien évidemment se retrouver un peu avec ce qui a été dit par les deux premiers conférenciers. Donc, pour commencer, moi je vais mettre beaucoup l'accent sur l'aspect financement. L'aspect financement en matière de, si on veut parler d'un système de santé local. Évidemment, cette question-là va nous pousser directement à réfléchir sur les besoins en matière de financement, ou bien le besoin de renforcer le système de financement pour aboutir à la couverture santé universelle. À cet aspect-là, bon, ça pourrait être notre point de départ pour aller voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Ou bien qu'est-ce qu'il a été fait et qu'est-ce qu'on peut faire concernant un système de santé local qui soit équitable et de qualité. Déjà, on a annoncé la couleur, on veut un système qui s'approche beaucoup à un système qui offre beaucoup d'aspects d'équité et de qualité. Donc, pour commencer, j'aimerais rappeler un peu un des aspects, et les aspects de financement de la santé, ce qu'on peut toujours en discuter à partir des trois fonctions. Les trois fonctions du système de santé, c'est les ressources mobilisées, le pooling, la mise en commun des ressources et l'achat stratégique. Ces trois fonctions des systèmes cachent derrière elles plusieurs autres aspects que je vais considérer par la suite comme des séquences. C'est des séquences qui sont incontournables à respecter pour assurer un financement, un système de financement de santé qui soit fonctionnel. Donc, à partir de là, c'est à partir de ces trois fonctions du financement de la santé, on peut agir directement sur les trois objectifs de l'assurance maladie universelle. Et indirectement, on peut agir directement, mais aussi indirectement sur les objectifs de la couverture santé universelle. Il y a la couverture sanitaire universelle. Donc, les objectifs intermédiaires, c'est comment assurer une équité dans l'utilisation des ressources, assurer plus d'efficience et avoir une transparence et une responsabilité ou bien la comptabilité. Ces trois fonctions, ils peuvent aussi agir indirectement, bien que je pourrais vous donner un exemple que ces trois fonctions, ils peuvent agir directement sur l'objectif numéro 1, c'est la satisfaction des besoins pour un des objectifs de l'assurance maladie universelle, l'assurance santé universelle. Aussi, ils peuvent agir directement sur la qualité, mais aussi de manière indirecte, si on va améliorer l'équité dans les ressources qui est un objectif intermédiaire, on peut agir sur, par exemple, la protection financière en santé. Et tout cela, ça rentre dans une perspective que la Tunisie, c'est un des pays du monde qui s'est engagé dans le passage à l'assurance maladie universelle et aussi atteindre les objectifs les EDD, principalement l'objectif 3.8, qui se compose en deux sous-objectifs. C'est le 3.8a, c'est d'assurer une couverture sanitaire, et 3.8.2, c'est la protection financière des usagers du système de santé. Donc, comment reproduire ça au niveau, dans un aspect local? Pour aborder cette question, je vais juste énumérer ce qui a été dit par Dr Benabès. Il a rappelé un peu les défis. Les défis sont... Tout le monde les connaît en Tunisie, et on en parle beaucoup, ça existe dans
les rapports techniques ont été dégagés à partir du dialogue national. Aussi, ils ont été mis en œuvre aussi dans des travaux scientifiques. La fragmentation du système de santé en matière de mobilisation des ressources, mais aussi en matière de fragmentation. Et cette fragmentation s'est transmise par la suite au niveau de l'achat. Donc, les trois niveaux de financement de la santé. Et je vais refaire toujours qu'il y a des sous-éléments qui se cachent derrière ces trois sous-fonctions. Disons, ce sont des sous-catégories des fonctions. C'est très important, à mon avis, de garder à l'esprit cette notion parce que c'est elle qui va nous guider par la suite pour parler des prérequis d'un système de financement qui s'adapte à un niveau local. Donc, il y a la fragmentation, il y a le niveau élevé des paiements directs et ses conséquences qui sont bien connues, d'avoir une population qui s'expose à des dépenses catastrophiques et une population qui s'appauvrit. Et on sait bien que, d'après plusieurs travaux, lorsqu'un pays, les paiements directs dépassent les 20%, donc certainement il y a une proportion de la population qui s'expose à des dépenses catastrophiques et l'appauvrissement. Et les chiffres ici sont alarmants. D'une part, les niveaux du paiement direct, c'est aux alentours de 38%. Et le rapport 2017 qui a été publié par l'OMS et la Banque mondiale met la Tunisie comme un pays qui dépense, à partir du calcul de 10% des ressources totales, il y a 18% de la population tunisienne qui est exposée à des dépenses catastrophiques. Donc ça aussi, c'est un aspect très important qu'il faut le reprendre dans notre processus d'analyse pour aboutir à un financement qui pourrait s'adapter au niveau local. Donc l'absence de régime unique, qui mobilise un régime unique, nous je dirais qu'il y a deux grands régimes de protection sociale. C'est le régime des contribuables qui est géré par la CNAM et le régime des non contribuables. Actuellement, on ne sait pas comment il est pratiquement géré. On sait que les affaires sociales définissent les familles nécessiteuses et à partir des familles nécessiteuses, même dans le cadre de la nouvelle loi Amen. Donc c'est à partir de là qu'on peut faire le ciblage des familles qui ont le besoin des tarifs réduits, bien de la gratuité de soins. Mais donc en fin de compte, on n'a pas un régime unique qui mobilise des fonds indépendants et autonomes et qui réalise des contrôles efficaces. Donc ça, c'est trois fonctions. C'est maintenant que les ressources de la CNAM dépendent de plusieurs facteurs. Et les facteurs les plus proches, c'est que s'il y a une crise financière dans les deux autres caisses, CNSS et l'RPS, ça se répercute directement au niveau des fonds de la CNAM. Mais aussi, il y a aussi d'autres éléments, aspects économiques, qui peuvent aussi toucher un peu l'indépendance en matière de mobilisation des fonds pour la CNAM. Et l'autonomie, et aussi pour réaliser des contrôles efficaces. Donc le contrôle sanitaire efficace, c'est une des fonctions principales d'une assurance maladie. Ensuite, il y a aussi une inefficacité dans l'utilisation des ressources. Je peux vous donner, il y a beaucoup des choses qui témoignent de cette inefficacité de l'utilisation des ressources. C'est à partir des 4 grandes villes de la Tunisie où il y a la faculté de médecine. Si vous allez comparer la distribution des dépenses de santé, vous allez vous rendre compte qu'il y a des régions qui ne reçoivent pas des ressources suffisantes en matière de financement, mais aussi, si on peut même parler des autres fonctions d'un système de santé, qui sont les ressources humaines, qui sont les équipements, qui sont les médicaments, etc. Bon, il y a aussi des travaux qui ont montré que ça persiste encore des inégalités, et les coûts administratifs de la gestion du système sont élevés. Aussi, bon, les conséquences de ces défis, on peut énumérer plusieurs autres défis si on veut, mais donc les conséquences de cela, c'est que les conséquences des défis du financement de la santé en Tunisie se répercutent, ils sont observables au niveau local et aussi au niveau national. Ils se répercutent sur l'accès aux soins, sur l'utilisation des ressources et sur la qualité des services offerts. Aussi, avec les conséquences qui proviennent de ce financement que le Dr Abbès qualifie d'inadéquat, qu'on peut aussi le qualifier de fragmenté à tous les niveaux. Donc à cela s'ajoute une disparité économique importante et sanitaire
régionales. Donc ça, c'est ce qui complique beaucoup les choses en Tunisie. Donc, si on veut parler un peu maintenant au niveau local. Donc, au niveau local, on a besoin de financer un système de santé local. Que ce financement soit durable et soutenu, c'est même à l'échelle nationale, on veut aussi un financement durable et soutenu. C'est bien de vouloir. Mais comment on va aboutir ça? Moi, je crois que c'est un processus qui est complexe. Pourquoi? Parce qu'il dépend de la disponibilité et de la mobilisation des ressources. Il dépend aussi de la manière de l'allocation de ces ressources-là. Et il dépend aussi de sa capacité de faire une bonne protection financière. Donc, les deux premiers éléments de cette durabilité et la soutenabilité de ce système de financement au niveau local, il doit être capable au moins de permettre d'avoir à proximité des soins, la disponibilité des médicaments, des services, et aussi que les ressources doivent être bien allouées même au niveau de la région locale. Si on peut parler au niveau du gouvernorat, ou bien si on peut parler aussi des 6 régions socio-économiques de la Tunisie. Donc cela, qu'est-ce qu'il nécessite? Il nécessite un peu une bonne gouvernance. Et l'un des aspects de cette gouvernance-là, il faut des acteurs qui sont gouvernables, c'est-à-dire des acteurs où on peut aboutir à des solutions et les mettre en place, à des réformes. Je dirais, par exemple, vous savez combien elle a été complexe l'idée de réformer le système de l'assurance maladie en Tunisie et qui a abouti en 2004 à la mise en place de la CNAM. Aussi, il y a un étouffement de l'achat des services de santé. Aussi, au niveau local, il y a un problème de capacité technique. Au niveau de la gestion administrative et aussi au niveau de les aspects techniques de l'offre de soins, étant donné le manque des médecins spécialistes, le manque des plateaux techniques performants, les technologies, etc. Et un des chiffres qu'il a montré, la baisse, qui est 80% des équipements sont dans le secteur privé. Aussi, la gestion des connaissances. Aussi, il y a des connaissances et des informations qu'ils ne sont pas bien valorisés, ils ne sont pas bien collectés avec des systèmes robustes et ils ne sont pas bien analysés. Donc il y a une importance aussi et une nécessité pour commencer à parler d'un système de financement local. Et aussi, ça nécessite beaucoup une intensification du plaidoyer. Et le plaidoyer, ça devrait parvenir du niveau local. Donc, avec ces aspects-là, qu'est-ce qu'il faut faire? À mon avis, pour un peu aborder ce processus-là, il faut se relancer et à faire une analyse de ces les trois fonctions du financement de la santé d'une manière séquentielle. Séquentielle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'un régime unique, on ne peut pas parler d'un panier de soins essentiels sans parler, ça c'est le panier unique, c'est la fonction de mise en commun. Le régime unique, c'est la fonction de mise en commun. Le panier de soins essentiels, ça rentre dans le cadre de l'achat stratégique qui doit se baser sur ce panier de soins essentiels. Et donc là, ça nécessite aussi de revoir un peu la mobilisation des ressources, au moins à 2 niveaux. Le premier niveau, les ressources qui sont disponibles actuellement, c'est-à-dire les 7,2-3% du PIB, sont-elles suffisantes pour financer ce système, ce panier de soins? Et est-ce qu'on est en train de les utiliser de manière efficace pour aborder et pour pouvoir financer ce panier de soins? Aussi, la question du régime de soins, de régime unique, c'est-à-dire d'avoir un pool unique, un système de mise en commun. Aussi, donc, ces aspects-là, je crois qu'il faut commencer par les aborder, par de réfléchir à l'aspect du financement public de la santé. Et penser à mettre en place un cadre juridique qui va permettre de soutenir la gouvernance, et ce cadre juridique aussi va permettre de soutenir l'institutionnalisation. Donc, si on veut parler d'un système local actuellement, je crois, par exemple, et ça, il y a beaucoup des experts tunisiens qui le disent, c'est de revoir un peu la fonction de la direction régionale. C'est comment on va financer les activités
de soins au niveau local. Et donc, mais tout cela, ça doit être selon une vision stratégique claire. Donc, on doit mettre en place une vision qui parle des 300 fonctions qui sont, je dirais, plus facile de les aborder à l'échelle nationale, mais plus compliqué si on va aller à l'échelle locale. Parce que je crois qu'on ne peut commencer à parler d'un financement local qu'à partir de la fonction d'achat stratégique, parce qu'on ne peut pas parler d'un régime unique pour une région, ou bien de la mobilisation de ressources supplémentaires dans une région qui soit être différente par rapport aux autres. Donc là, il faut se focaliser sur le processus de l'achat, et le processus de l'achat qui inclut pas uniquement le panier de soins, mais il inclut aussi le financement public de la santé, et la gestion et la disponibilité et la pérennité de ce financement public de la santé. Je parle du financement public de la santé, ça veut dire c'est l'argent qui vient du ministère de la Santé, de l'impôt, et de l'argent aussi qui vient des contribuables, des contributions à l'assurance maladie. Donc, ainsi, là, il faut mettre quelque chose et de réfléchir comment ce système de financement local peut favoriser la progression vers la couverture santé universelle. Donc, avec la situation actuelle en Tunisie, je crois qu'il faut aller pour voir un peu de près, à partir d'une analyse, bien sûr, de la situation au niveau local, comment améliorer de manière la qualité et la disponibilité des services prioritaires. Aussi inclure plus de personnes, si on sait qu'il y a 17%, même plus, 18% selon la dernière enquête et le recensement de 2014 et l'enquête ménage 2017, c'est qu'il y a aux alentours de 18% des Tunisiens qui ne sont pas assurés. Donc il faut penser à inclure et éviter les erreurs qui ont été faites depuis des années en Tunisie lorsqu'on a pensé à faire de l'assurance maladie pour les contribuables. Il y a une autre frange de la population qui n'est pas contribuable, qui ne peut pas être contribuable, ou bien qui peut être contribuable avec une certaine réglementation qui devrait s'améliorer et mettre en œuvre pour un peu aborder les sous-catégories de la population dans le secteur informel. Donc là, ces trois aspects-là, donc il faut penser à comment augmenter les services prioritaires et aussi inclure plus de personnes et comment aborder la question des paiements directs élevés. Nous, on sait à l'échelle nationale que c'est plus 38%, mais on ne sait pas la contribution des paiements directs qui est à, je ne sais pas, si je prends des gouvernorats, Kassrine, Gafsa, les régions non côtières, de combien les ménages y contribuent. À cela, bien que le transport pour aller se déplacer dans d'autres régions pour recevoir des soins, bien que ça ne fait pas partie de notre porte, mais aussi ça compte et ça peut contribuer à alourdir et alourdir trois choses très importantes: alourdir le budget du ménage, aussi alourdir la décision de se soigner, et aussi il y a des soins qui ne sont pas satisfaits. Et la question des soins qui ne sont pas satisfaits, il faut aussi l'aborder comme les soins qui sont satisfaits. Donc, parce qu'il y a une frange de la population qui n'arrive pas à se faire soigner. Donc là, aussi, c'est des éléments importants et il y a des éléments qu'on peut les analyser finement au niveau de la sous-population. Donc, c'est-à-dire de la population au niveau local. Donc, on pourrait résoudre certains problèmes au niveau local, mais avec tout cela, je crois qu'il y a trois aspects très importants. Et c'est là qui constitue un des problèmes majeurs de plusieurs pays, surtout les pays à revenus moyens et faibles, ce qu'on fait toutes les perspectives, les analyses, on met les stratégies, etc. Mais on oublie quelque chose de très important, que les économistes appellent la politique économique. Donc il faut faire une politique économique qui va permettre d'assurer l'opérationnalisation des visions, de mettre en place les actions, les interventions, qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on veut améliorer dans notre système local de santé, à partir du financement de la santé.
Donc il y a trois éléments qui sont importants dans la politique économique. C'est le travail technique. Le travail technique est très important, c'est d'avoir, de faire une analyse de la réforme, quels sont les effets possibles des changements, comme aussi la question des acquis. Moi je dirais évaluer, oui, préserver les acquis. Et aussi préserver les acquis, on peut les améliorer, pourquoi pas. C'est pas toujours lorsqu'on parle des acquis, c'est qu'on va détruire ce qui est bien. Donc probablement on peut améliorer ce qui a été fait. Donc il faut évaluer quand même les acquis, quels sont les retombées. Donc là, il y a tout un travail technique qui devrait se faire et que ce travail technique, au moins, il va nous donner les effets possibles des changements qui peuvent apporter une réforme ou bien une intervention ou bien un changement Excusez-moi, oui. Excusez-moi, Dr Chokri, donc juste le temps est fini. Il vous reste 3 minutes. 3 minutes. On vous donne 1 minute. Ah d'accord. Okay. On m'a dit que c'est 15 minutes. C'est 15 minutes, oui, on a dépassé les 15 minutes. Merci. D'accord. 1 minute. Okay. Donc, le deuxième aspect, c'est le séquençage stratégique, la séquence de la stratégie de la mise en œuvre. Et le troisième aspect, c'est les compromis qui vont guider tout choix et quelles sont les meilleures réformes dans un contexte bien donné, etc. Et là, et à partir de là, on peut parler au niveau local de comment financer un parcours de soins ou bien mettre en place un programme de management disease, sans oublier qu'il y a des éléments très importants, c'est comment agir sur les déterminants de la santé et mettre des activités ou bien des interventions sectorielles. Là, ça nécessite un financement qui soit orienté en matière de panier de soins et en matière de financement public. Et l'expérience de Covid en a donné beaucoup de leçons. Comment gérer les fonds publics, comment les améliorer. On a besoin de beaucoup d'informations et on a besoin aussi d'améliorer les capacités techniques de la gestion des fonds publics. Merci, je m'excuse. Merci beaucoup, Dr Arfa, pour votre présentation et votre retour essentiel sur les 3 fonctions du financement de santé et comment on peut agir à ces différents niveaux pour aller vers la couverture sanitaire universelle. Donc, comme ça a été bien présenté dans différentes présentations, certainement que pour pallier à cette crise de financement, on ne peut pas agir sur un seul secteur et l'harmonisation entre le secteur public et privé est certainement essentielle, notamment pour revoir en revisant entre autres le paquet de soins de base délivré. Donc pour ça, on a avec nous notre cher ami Dr Lida Gatra. Dr Lida Gatra, c'est le directeur du Centre national de formation pédagogique des cadres de la santé et c'est un ancien directeur général de l'Office national de la famille et de la population. Également, c'est un ancien président de la Société de médecine de famille de Sousse. Sirida Marhabebik, donc Sirida, il va nous faire part de ses réflexions concernant comment établir le partenariat entre public-privé et public-privé pour faciliter le financement d'un système de santé local. Donc la parole est à vous, Sirida. Merci beaucoup. Je dois d'abord remercier le professeur Alim Tiraoui pour m'avoir impliqué donc, dans ce webinaire dont la thématique, c'est une thématique très intéressante pour parler d'un système local de santé qui est une thématique qui n'est pas très commune, mais ça nécessite beaucoup de réflexion. Le panel d'aujourd'hui, c'est le financement de la santé et je vais parler essentiellement de la place de partenariat public-privé dans le financement du système local de santé. En fait, d'abord, je remercie aussi Dr Meriem pour vraiment l'excellente organisation et surtout la communication avec le groupe, avec donc, le mini-groupe, pour donc, préparer donc, cette séance. Et je suis vraiment avec un grand plaisir que je retrouve mes amis de la faculté de médecine de Sousse, département de médecine de femmes, médecine communautaire, et professeur Mrizak aussi, que ça fait longtemps que je n'ai pas vu.
En fait, on va parler d'une... Hein? Mouche barche. De toute façon, on va parler d'une piste parmi les pistes pour la promotion ou bien pour le développement de financement donc du système de santé. C'est une piste qui concerne un peu un partenariat public-privé qui n'est pas très très développé en Tunisie et même dans la littérature, j'ai pas trouvé beaucoup de choses qui vraiment qui mettent l'accent sur le partenariat public-privé en tant qu'une piste sérieuse de financement de système de santé. En fait, nous sommes tous d'accord que le système de santé tunisien est dans l'obligation vraiment de se développer, certainement, et surtout de maintenir les acquis qu'il a déjà actuellement et faire face aussi aux mutations épidémiologiques et démographiques. Bien sûr, les mutations sont énormes, les mutations épidémiologiques, surtout en termes de maladies, de maladies chroniques, donc les mutations démographiques, surtout concernant le vieillissement de la population, et en plus, donc, les mutations socio-économiques qui concernent surtout la pauvreté et aussi le problème d'accès au financement et d'accès universel donc, aux soins. Bien sûr, avec aussi, qui sont certainement aussi liés à l'environnement international et aux contraintes économiques qui pèsent sur le système de santé. Donc, pour ce faire, en fin de compte, le système de santé tunisien doit s'attacher à relever plusieurs défis, dont le plus urgent est la réduction des disparités régionales, surtout dans l'accès aux soins et dans l'offre et le financement de soins. En fait, concernant les problématiques, la grande problématique, c'est la question du financement. La question du financement de soins, de santé, est devenue en fait une problématique prioritaire de la réforme du système de santé tunisien, qui est certainement indissociable des autres dimensions de débat politique, économique ou sociétal. En fait, tout ça, ce sont, bien sûr, il y a nous sommes en train de vivre donc beaucoup de transitions, nous sommes en train de vivre donc beaucoup de changements en Tunisie, mais il ne faut pas dissocier donc le financement de soins par rapport donc aux autres aussi problématiques actuelles. La Tunisie doit répondre en fait aux exigences de la nouvelle constitution de 2014 pour instaurer donc la démocratie sanitaire, et ça c'est l'une des perspectives de la Constitution, c'est pour vraiment avoir une démocratie sanitaire et s'orienter donc vers le consensus révolutionnaire d'équité, de liberté et de dignité. En fait, c'est juste un petit rappel pour vous rappeler tout simplement que l'organisation sanitaire en Tunisie, elle se fait à travers donc 3 secteurs pour offrir les soins. Donc 3 secteurs de soins ambulatoires et hospitaliers qui offrent donc des prestations préventives et curatives à la population tunisienne. Et ça, c'est un peu spécial à la Tunisie de trouver un secteur public et un secteur privé, mais aussi un secteur parapublic qui n'est pas aussi qui participe bien donc à l'offre de soins à la population tunisienne. Juste aussi pour rappeler que le secteur public, au niveau du secteur public, donc l'infrastructure du secteur public et l'infrastructure du secteur privé sont pratiquement les plus importantes et les plus développées en Tunisie. En fait, si on regarde le secteur public, on peut trouver actuellement, ce sont les chiffres de 2018, 108 hôpitaux de circonscription, presque 2157 centres de santé de base, 31 hôpitaux régionaux et 27 CHU, et avec 9 centres spécialisés aussi. Concernant le secteur privé aussi, vous allez voir qu'actuellement, nous comptons presque 98 cliniques privées, dans le sens de polycliniques privées, avec un grand nombre de cabinets de libre pratique, presque 117 centres d'hémodialyse et des laboratoires, et aussi donc des officines qui sont au nombre presque de 2037 en Tunisie. Donc vous voyez que l'infrastructure elle est énorme, l'infrastructure entre public et privé elle est aussi très importante, mais le problème c'est que au niveau de la répartition régionale qui n'est pas tout à fait équilibrée. En fait, si on regarde la répartition des médecins, on regarde donc la répartition des médecins actuellement, on voit que pratiquement entre secteur privé et secteur public, presque il y a un certain équilibre, mais un peu plus vers le secteur privé. Le secteur privé compte 7283 médecins, toutes spécialités confondues, y compris les médecins généralistes, alors que
on voit bien que pour les médecins généralistes, par exemple, ils sont répartis essentiellement dans le secteur public, plus que le secteur privé, alors que les médecins spécialistes, on les trouve plutôt dans le secteur privé que dans le secteur public. Ça, c'est une répartition nationale. Mais peut-être le point le plus important, l'indicateur sur lequel on peut l'un des indicateurs sur lesquels on peut évaluer un système de santé, c'est la disparité au niveau de la répartition des médecins et essentiellement les médecins spécialistes. Par exemple, si on voit sur ce graphique, pour 100 000 habitants tunisiens, donc la moyenne nationale elle est de 68 médecins spécialistes donc pour 100 000 habitants, mais surtout pratiquement la répartition est plus importante au niveau de Tunis, Sfax, Sousse et Monastir, là où il y a les 4 facultés de médecine, en fait. Et quand on va donc vers les régions de l'intérieur, donc le nombre de médecins spécialistes, donc il va être vraiment très réduit. En fait, quand on parle du secteur public ou secteur privé, on a vu que sur le plan infrastructure, pratiquement, il n'y a pas beaucoup de différences, mais sur le plan peut-être ressources humaines, mais il y a beaucoup de différences sur le plan plateau technique. Le plateau technique, il est plus développé dans le secteur privé. Le secteur privé, il est considéré comme un secteur très innovant en Tunisie, en fait, très réactif aussi, riche en matière de financement. La clientèle, donc, il attire plutôt donc, la clientèle aisée, la clientèle même étrangère. Il séduit aussi les cadres de la santé et on voit bien que voilà le nombre de médecins spécialistes qui sont dans le privé, ils sont plus que dans le secteur public. Mais ce qu'on peut remarquer, qu'il y a un abus de tarification et il y a un manque de confiance de la population tunisienne vis-à-vis de ce secteur privé, malheureusement. Alors que pour le secteur public, il est caractérisé essentiellement par une lourdeur administrative, une clientèle moyenne et pauvre. Il est aussi submergé par la demande accrue. Le financement est trop centralisé et faible. Et les contributions des ménages, elle est très, très importante pour le financement de ce secteur public. En fait, quand on voit donc, entre ces deux secteurs publics et privés, donc, il y a pratiquement une absence de collaboration qui est très remarquée dans le système tunisien. Concernant donc le secteur public versus secteur privé, on voit bien que le défi actuel, c'est de trouver comment ces deux secteurs peuvent-ils conjuguer leurs efforts pour atteindre donc des objectifs d'intérêt commun dans une perspective de PPP. PPP, c'est partenariat public-privé. Donc en fait, c'est un intérêt qui doit cibler les zones défavorisées par la mise en commun des infrastructures, des équipements, des ressources humaines et des moyens financiers de fonctionnement. Ça, c'est notre souhait et c'est aussi un objectif qu'on voudrait atteindre ultérieurement. Donc, ce partenariat public-privé doit viser essentiellement donc, les structures, surtout de première et deuxième ligne, et l'encouragement des initiatives socialisées de partenariat. Donc ça, ce sont vraiment, disons, c'est stratégiquement, c'est ce qu'on souhaite avoir donc, dans le futur. Si on revient maintenant un peu à la définition même du partenariat public-privé, donc la définition dit que le PPP, c'est un procédé par lequel c'est l'État qui doit appeler donc, les investisseurs privés à participer à la réalisation des projets d'utilité publique qui permettra de partager des ressources et des expertises entre donc, les deux secteurs et accéder à des avantages auxquels donc, les deux entités ne pourraient prétendre individuellement. En fait, même si le privé qui va participer dans le public, la relation restera toujours une relation de gagnant-gagnant entre les deux secteurs, avec bien sûr l'appui de l'État et avec l'engagement de l'État et avec aussi donc l'encouragement de l'État. Donc, il est indispensable en fait d'établir donc des cadres juridiques et institutionnels clairs et efficaces régissant donc la participation privée dans le secteur public, ce qui manque actuellement en Tunisie. En fait, qu'en est-il de PPP en Tunisie? On voit bien que les sources de financement du système tunisien, du système de santé tunisien, et ça a été présenté, sont surtout les ménages, l'État, l'ACNAM. Donc ça, ce sont officiellement. Mais il y a aussi des dons, il y a des ONG qui participent donc au financement, il y a les sociétés civiles.
Et on a vu ça surtout dans cette crise de la Covid-19, comment beaucoup de dons et d'ONG qui se sont mobilisés pour financer, pour donc appuyer le système de financement dans le secteur public. Pour le PPP, en fait, on peut dire qu'en Tunisie, il y a, je ne sais pas s'il y a vraiment des initiatives qui ont été documentées, mais ce que je sais, c'est qu'en 2014, avec le dialogue sociétal dans sa première version, donc le dialogue sociétal a recommandé donc, la promotion de la complémentarité publique-privée et des mécanismes d'accès financier au privé de façon à optimiser le rôle du privé tout en établissant donc, un équilibre entre les secteurs, entre donc, les deux secteurs, et corriger certains problèmes de financement de la santé. Donc ils ont précisé essentiellement, ou bien ils ont mis l'accent sur le fait que le système de financement actuel donc, combine le statut rigide de la fonction publique, le mode de décision centralisé et l'utilisation d'un système de budget global avec des médecins salariés. Et ce système ne fournit que peu ou pas d'incitation à assurer des soins de qualité. En fait, quand on voit cette plaque, ou bien donc ce que je viens de dire, c'est que la question qui se pose, la faute est à qui en fait compte? Est-ce que la faute c'est au système? La faute est-ce qu'au gouvernement? Est-ce que la faute elle est donc au secteur privé uniquement? Donc il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser, mais en fait quand on voit ça, on dit que le peuple tunisien, la population tunisienne, elle sait très bien quels sont les problèmes actuels, quels sont les déficits actuels, et maintenant c'est à l'État, à travers bien sûr le gouvernement, de s'engager à trouver les solutions de mettre donc en commun les deux secteurs publics et privés pour le bien de la santé de la population tunisienne. En fait, comme je disais tout à l'heure, donc il n'y a pas d'expérience vraiment concrètement réussie de PPP en santé, mais ce que j'ai trouvé dans la littérature, c'est que dans le secteur de la santé, il y a une loi relative au contrat de partenariat public-privé qui a été publiée en Tunisie. Cette loi a pour but surtout de fixer le cadre de développement de partenariat entre les secteurs publics et le secteur privé. C'est la loi de 2015, la loi 49-2015, du 27 novembre 2015, qui est relative au contrat de partenariat public-privé. Est-ce qu'elle est opérationnalisée? C'est la question. Donc, elle fixe bien sûr le cadre général de contrat de partenariat public-privé et les modalités d'élaboration et de conclusion. Qui fait le suivi de cette loi? Donc, est-ce qu'il y a un engagement vraiment pour réaliser tout ça? Donc, c'est l'une aussi des questions qu'on pose. D'autre part, il y a aussi une direction générale des partenariats publics-privés qui est créée sous la tutelle du ministère des Finances. Et elle a pour responsabilité surtout le développement d'une législation fiscale, législation aussi comptable, financière, le renforcement de la coopération internationale et régionale dans le domaine de partenariat donc public-privé. Qu'en est-il dans le monde? Dans le monde, donc plusieurs expériences internationales. Bien sûr, depuis plusieurs années, plus de 20 ans ou 30 ans, il y a plusieurs pays, ou un grand nombre de pays donc, qui sont engagés à faire cette expérience de PPP, où l'administration publique donc, partage avec le privé ou la société civile la réalisation de certaines tâches. Donc cette approche est devenue un outil de la bonne gouvernance dans la plupart de ces pays. Ce qui est très important, c'est parler de la bonne gouvernance avec donc la coordination ou la collaboration entre les deux secteurs. Mais ce qu'on voit que dans les expériences internationales, les relations de partenariat s'inscrivent dans le cadre de contrats de long terme. Ils ne sont pas des actions sporadiques ou des actions ponctuelles. Donc c'est un contrat de long terme. Donc il se distingue aussi en cela des privatisations, de la sous-traitance entre privé et public. On voit ce qui a été aussi décrit, que le fait que les investissements, surtout infrastructures, matériels, logiciels, etc., nécessaires donc à la fourniture des services, sont financés pour tout ou pour une partie par les prestataires privés. Donc c'est le privé qui fournit tout ça et le paiement est assuré aussi par les usagers, même par les citoyens, mais de manière très flexible et de manière aussi juste pour couvrir l'amortissement de ces investissements. En fait
tout ça aussi a été documenté par l'OMS, surtout dans son rapport de 2010. Donc l'OMS dit que l'objectif primordial concernant le PPP est donc l'accès universel aux soins. C'est l'objectif primordial, bien sûr, dont on a parlé toute la journée aujourd'hui, c'est l'accès universel aux soins. Et le grand défi est l'obtention de ressources suffisantes pour la santé. En fait, il faut innover. L'OMS dit qu'il faut innover dans la recherche des fonds et l'investissement en santé. Ensuite, le financement de la santé est plus qu'une simple question de collecte de fonds pour la santé. Il s'agit en fait de savoir qui reçoit la facture, quand on reçoit cette facture et quand elle sera réglée et comment l'argent recueilli est dispensé. Toujours donc l'OMS présente le PPP comme une piste très importante. Mais il y a une certaine crainte. L'OMS dit qu'il faut faire attention parce que la collaboration entre les secteurs publics et privés a soulevé parfois quelques objections. En fait, de nombreuses questions ont été posées comme selon quels critères on doit identifier les partenaires. Comment on doit identifier les partenaires privés? Comment structurer et contrôler la collaboration de manière à éviter ou à régler d'éventuels conflits d'intérêts entre public et privé, ou bien même parfois entre investisseurs. Et comment faire en sorte que les partenariats fonctionnent selon les principes d'une saine gestion, tout en respectant l'éthique. Et je crois que ça a été documenté, très bien documenté donc par l'OMS. Voilà, donc je conclus qu'en Tunisie, l'importance de la complémentarité entre le secteur public et le secteur privé et la société civile n'est plus à démontrer. Il faut s'y engager. Donc les projets de partenariat pourraient avoir donc une place très prometteuse pour le développement harmonieux de deux secteurs publics et privés. Toutefois, il est indispensable surtout d'établir des cadres juridiques plus clairs et plus fonctionnels régissant donc la participation privée dans le secteur public, et aussi la clarité et l'efficacité de ces cadres sont les seuls garants d'attirer donc les investisseurs et d'aboutir au succès de ces projets. Voilà, donc ce sont juste des réflexions parce que en fait c'est une piste qui demande beaucoup d'engagement, qui demande aussi donc il faut avoir un certain compromis donc, entre le secteur privé et le secteur public, et je vous remercie pour votre attention. Merci Dr Gadra pour votre excellente présentation et ce retour de réflexion sur la possibilité de partenariat privé-public. Donc je remercie tous nos experts pour la bonne qualité et les excellentes présentations ainsi que les interventions qu'ils ont faites. Et maintenant, on ouvre le débat pour discuter de vos questions. 5 minutes. Oui. Et donc je vais commencer tout d'abord par reporter une question qui a été posée par l'un des participants. Et je pense qu'elle est adressée à M. Riyad Ben Abbès, donc s'il est encore avec nous. Et la question, elle consiste comment doit-on ou peut-on, on fixe déjà la liste des familles nécessiteuses et par quel ministère ça se fait. Donc, il y a une deuxième remarque qui va dans le sens le lien entre la responsabilité médicale et les défaillances de système de santé. On va revenir sur ça par la suite. Donc, Riyad, si vous pouvez nous répondre par rapport à cette question. La couverture des familles nécessiteuses rentre dans le cadre du système assistentiel. Nous avons deux systèmes, comme je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Le système assistentiel qui permet à une population de démunie ou de faible revenu
de bénéficier des soins dans le secteur public. C'est un système qui est géré par le ministère des Affaires sociales. Il est basé sur le ciblage, donc il y a des critères qui permettent de définir les conditions de recrutement ou d'enrôlement des familles dans ce système de couverture. Il y a deux catégories, des familles vraiment très pauvres qui bénéficient d'une assistance médicale gratuite, donc gratuité totale des soins sur le cycle sanitaire public, et l'assistance médicale gratuite de type 2, de type 1 tout à l'heure, et de type 2. Alors pour cette deuxième catégorie, de type 2, ils bénéficient des soins dans le secteur sanitaire public, moyennant le paiement d'un ticket modérateur réduit, un paiement très réduit. Et donc, ces populations actuellement font l'objet d'un nouveau processus d'enrôlement dans le cadre du programme MNN, dirigé donc toujours par le ministère des Affaires sociales, afin de vérifier si les critères sont encore effectifs. Donc nous sommes dans un processus de rationalisation de ce système de couverture maladie. Voilà. Merci Cyriade pour votre réponse. Pour clore la session d'aujourd'hui, je remercie tous les intervenants pour leur présence et leur disponibilité pour participer à nos journées. Et je vous invite certainement à continuer de nous suivre lors de la session suivante et qui portera sur l'unité pour la santé au niveau local. Et on va entamer cette session dans quelques minutes. Merci.
مشيت الفحايا